Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue et merci d'être avec nous ce soir. Je suis Esther Ojeda, membre de l'équipe internationale de la clinique Fertile à Barcelona et j'ai le plaisir ce soir de modérer ce webinaire qui a été organisé en collaboration avec Émilie Boulet. Le thème d'aujourd'hui est aspect technique et organisationnel d'un parcours PMA. C'est un sujet essentiel pour toutes celles et ceux qui envisagent une PMA à l'étranger ou qui sont déjà en plein parcours. Nous aurons le privilège d'écouter ce soir deux expertes. Le docteur Fulvia Mantini, gynécologue et spécialisée en procréation médicalement assistée à la clinique Fertile à Barcelona, et Émilie Boulet, consultante de cycle menstruel et fertilité, accompagnatrice de nombreuses femmes francophones dans leur projet de parentalité. Ce webinaire a pour but de vous éclairer sur dans les étapes clés d'un parcours de PMA, les différences avec le système français et surtout comment bien s'organiser à distance pour avancer plus sereinement. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session dans le chat. Nous prendrons un moment à la fin pour y répondre. Et en fait, justement, je voulais vous expliquer un peu la dynamique de ce webinaire. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une section qui s'appelle justement chat, c'est pour interagir entre vous. Et après, il y a une section qui s'appelle questions, où vous pouvez écrire toutes vos questions en toute confidentialité. Moi, je vais les lire en haute voix. De toute façon, Émilie, comme vous avez pu voir hier dans son Instagram, elle a fait une boîte à questions. Donc, elle a pas mal de questions qui va poser de votre part au docteur Machini. Mais il y aura aussi d'autres questions que vous allez pouvoir poser sans souci, soit au docteur Mantini, soit à Émilie, soit à moi-même. Moi, ça fait 8 ans que je travaille à Fertilab. J'ai été coordinatrice, j'ai travaillé dans le département de premier contact. Donc, moi aussi, je peux vous répondre par rapport à tout ce qui est organisationnel. Donc, voilà, sans plus, je cède la parole à Émilie et après au docteur Machini. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc moi, c'est Émilie. Je suis effectivement consultante en cycle menstruel fertilité avec une expertise en PMA. Donc j'ai diverses formations derrière moi et j'ai également un parcours PMA personnel, donc en solo. Donc je connais bien la PMA à l'étranger. J'ai fait 4 ans de parcours, donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Voilà, donc c'est un sujet que je connais particulièrement, l'organisation pour aller faire sa PMA à l'étranger et encore plus quand on est toute seule. Voilà, donc je peux répondre à toutes vos questions et expliquer comment ça se passe en France, ce qu'il faut faire en France, ce qu'il ne faut pas faire et quelles sont les différences maintenant entre la France et l'étranger, parce qu'on verra dans les questions que j'ai reçues qu'il y a une question par rapport au notaire. Enfin voilà, il y a des choses qu'on doit faire en France, par exemple, quand on est en solo ou quand on est un couple de femmes, qu'il n'y a pas besoin de faire à l'étranger. Voilà, il y a des délais différents, il y a beaucoup de choses différentes. Voilà, donc je pourrais bien répondre sur l'aspect aussi français, quoi. Merci beaucoup, Émilie. Donc, si tu veux, n'hésite pas de poser les questions au docteur Martini. Je te cède la parole si tu veux un peu te présenter, s'il te plaît. Bonsoir, je suis ravie d'être ici. Moi, je suis aussi maman PMA et je dis toujours que moi, j'ai l'admiration la plus totale et absolue pour mes patientes parce Mmh. que moi, j'avais toutes les facilités du monde et déjà comme ça, j'étais super stressée. Parce que c'était demander à une consoeur, tu peux me faire l'échographie ou baisser un escalier, me faire la prise de sang. J'avais pas à prendre des rendez-vous, j'avais pas à courir d'un côté à l'autre de la ville. Et je dis toujours, je n'aurai pas ma fille parce que même comme ça, c'était super stressant et donc je sais vraiment pas comment elles font les patientes. J'ai une admiration totale et absolue. Donc ça, déjà, c'est quelque chose. Donc je suis ravie de pouvoir être ici aujourd'hui justement à parler de ça parce que bon, c'est important d'essayer d'expliquer qu'on essaie vraiment de tout faire pour que ça soit plus facile pour vous. Je suis gynéco, ça fait 26 ans que je fais que de la PMA et j'ai travaillé aux États-Unis, je suis d'origine italienne et ça fait presque 18 ans que je suis ici à Barcelone et je
plus de 2 que je travaille pour Fertilab. Et bon, j'aime beaucoup. C'est une clinique où j'ai trouvé un peu ce que moi, comme patiente, j'aurais bien aimé d'avoir. Et une clinique de femmes où on personnalise. Et maintenant, on est aussi, on n'est que 2 cliniques, donc qu'on ne pertenait pas, on n'appartient pas à un groupe d'investissement. Donc, on est indépendant et ça aussi, j'aime beaucoup. Et donc, oui, c'est la vérité. Et voilà, c'est un peu ça. Mmh mh. C'est un sujet justement qu'on a abordé avant, c'est de faire attention quand on va à l'étranger, faire attention à la clinique qu'on choisit. Donc, c'est la première question à se poser, c'est quelle clinique on va choisir. Donc, en l'occurrence, ce soir, on va choisir Fertilab. mais, mais en fait, là où il faut faire très attention, c'est que moi, la première, hein, quand je suis partie, enfin, quand j'ai voulu partir dans un parcours PMA solo, sortie de Covid, on était en 2020, on sortait du Covid, je suis allée sur Google, j'y connaissais rien du tout. Donc, il y a des femmes qui vont agir exactement comme moi j'ai agi, qui vont aller sur Google, comment on fait un bébé toute seule. Bon, maintenant, elles vont aussi aller sur Instagram. Elles vont tomber sur mon compte et elles vont être sauvées. Mais elles vont aller sur Google, elles vont taper, voilà, faire un bébé toute seule en Espagne et elles vont tomber sur des grosses cliniques. On ne va pas citer de nom, mais elles vont tomber sur des grosses cliniques que j'appelle usine à bébé. Qui sont, on va rien redire dessus techniquement, il n'y a rien à redire. Les installations, il n'y a rien à redire. Les médecins, il n'y a rien à redire, ils sont formés, ultra formés. Mais il n'y a pas ce côté humain, chaleureux. Et quand on est toute seule, quand on part à l'étranger pour faire une PMA toute seule, alors, sans me jeter des fleurs, moi, je suis costaud, j'ai un fort caractère, je me débrouille toute seule, je ne me laisse pas faire et j'ai besoin de personne. Mais je me dis, plusieurs fois dans mon parcours, parce que moi, j'étais dans une usine à bébés, plusieurs fois dans mon parcours, je me suis dit, mais mince, une fille, et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis reconvertie, parce que je me suis dit, une fille là, perdue, qui va être moins forte que moi, mais elle s'effondre. Donc voilà, donc il faut faire attention à ça. Et Fertilab, c'est ce côté, c'est aussi pour ça maintenant que je travaille avec Fertilab aussi, c'est qu'il y a vraiment ce côté chaleureux, cocooning, proche du patient, et tout est simple, facile, fluide. Voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'on n'est que des gynécos, des femmes. C'est une clinique de femmes. Après, on a l'andrologue, le génétiste et l'immunologue qui sont des hommes, les pauvres. On n'est que des femmes. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on vienne toutes des usines à bébés. C'est-à-dire que… Bah parce que les médecins sont super bien formés là-bas. Voilà, non, et donc, moi, je dis toujours, quand on me demande, voilà, toi aussi, quand on me demande pourquoi choisir Fertilab, je dis, moi, je ne peux pas vous dire pourquoi choisir Fertilab. Je vous dis que moi, je viens de grandes cliniques qui, voilà. Et je suis très contente à Fertilab, même comme personne, comme être humain. Moi, le fait de pouvoir avoir 1 heure pour une première visite avec une patiente et non 20 minutes. C'est énorme. Là, ça me change ma qualité de travail. Hein. Mais même d'un point de vue de l'égoïsme, c'est de pouvoir faire mon travail comme il faut, non? Être moi qui fais toujours les transferts à mes patientes, j'adore parce que voilà, sinon c'est le moment, non, où tout ce qu'on a fait, c'est là. Et donc, le fait d'avoir une patiente et de même pas savoir qu'elle est en train de faire un transfert parce que, voilà, tu as 20 minutes pour une première visite et 10 pour un contrôle, parce qu'il faut en voir 50 pendant la journée, à part que quand on termine, je ne savais plus comment je m'appelais, franchement, parce que cerveau aussi. Et voilà, c'est pas bien, quoi. Pour moi, au moins professionnellement, ça me plaît de pouvoir travailler comme ça, non, avec mes patients. D'autant plus qu'en fait, je pense qu'on va en parler parce qu'il y a eu la question de savoir comment ça se passe, un protocole. Mais en fait, on va, alors on va revenir plus en détail, je pense, mais on va à la clinique pour faire son transfert. Avant, on n'y va pas. Donc, en fait, on n'a que ce moment-là avec vous.
Exactement, exactement. Oui, c'est ça. Parce que, voilà, nous, le 80% de nos patientes viennent de l'étranger. Mais bien étranger, c'est-à-dire Réunion, Tahiti, Canada, ça peut être vraiment l'autre côté du monde. Et donc, on a l'habitude à travailler à distance. On a l'idée de pas compliquer la vie aux patientes. Et donc, les patientes font tout chez soi. Ils nous envoient tout pour mail et on les voit justement qu'au moment du transfert. Et donc, c'est effectivement, si je ne les vois pas à ce moment-là, non. Bah, moi, c'est ce que j'ai connu durant mon précédent parcours. Hein, mais, Après, c'est vrai que surtout si c'est en été, il y a des patientes qui préfèrent faire, tout le parcours parce que les gynécos, surtout en France, ils sont en vacances. Donc, des fois, il y a des patientes qui nous disent: «Écoutez, est-ce qu'on peut faire, les é» pas tout, enfin, ça c'est Et ben, compris, voilà, enfin, les échos, les contrôles et tout ça. S'il y a une patiente qui préfère, faire, tout leur séjour à Barcelone, c'est possible aussi. C'est non, un du peu coup, oui, oui, on aime beaucoup parce qu'effectivement, on n'est pas jaloux. Hein, c'est-à-dire que si, si la patiente préfère, nous, on est ravis parce que c'est pas la même chose. Interpréter les photos, qui nous envoient, ça c'est très évident, mais on comprend aussi que la vie, elle est faite de plein de choses, entre autres le travail, par exemple. Donc, c'est pas évident quoi de pouvoir se permettre 2 semaines, une semaine à Barcelone comme ça, non, pendant l'année. C'est évident, nous on ferme jamais, donc on est là le jour de Noël, août. Donc moi personnellement j'adore travailler août parce que je suis toujours là en août. Je prends mon congé en juillet parce que on peut garer la voiture. Pour arriver au travail. il y a pas de monde. C'est la qualité de la vie là. je trouve qu'au mois d'août, on est plus tranquille pour travailler parce qu'on n'est pas dérangé toutes les 5 minutes. Exactement, voilà. Donc moi, j'adore et c'est pas qu'on est plus tranquille, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me dit Oui. ah oui, on travaille. Non, parce que justement, il y a plein de patientes qui profitent. En plus, Barcelone, elle est une très belle ville, donc c'est pas mal, non, de combiner les deux choses. Je veux dire, moi, je pense que c'est très bien si elles peuvent, mais si elles peuvent pas, on fait avec les échographies des consoeurs et des confrères français sans problème, et voilà. Donc, tout nous va bien. En fait, justement, il y avait eu une question qui disait combien de fois il faut venir à la clinique. En fait, pour les Françaises qui vont à l'étranger, il vous suffit juste d'avoir votre gynécologue en France qui vous suit pour le parcours. Les examens qui sont prescrits par la doctoresse, du coup, vous les demandez à votre gynécologue et vous transmettez les résultats à la doctoresse qui, du coup, vous donne après le processus à suivre. Mais en fait, tout peut se faire en France. Et on va en Espagne si on a des contraintes et voilà, on va en Espagne uniquement pour la ponction ou pour le transfert ou si c'est un couple hétéro, pour, aussi, le recueil de monsieur. Voilà, enfin, on se déplace vraiment que pour les actes. Voilà, on n'a pas besoin de se prendre 3 semaines de vacances, Tout 3 à semaines fait. sans solde pour aller faire son parcours, quoi. C'est vrai que et ça, c'est des choses qui limitent des fois pour prendre une décision. Moi-même, quand j'étais coordinatrice, que les patients me disaient: «Mais oui, mais je vais devoir attendre mes grandes vacances». Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, c'est même pas très conseillé. C'est mieux de continuer sa vie et faire la PMA si on peut, hein, que de tout, de fai attendre les grandes vacances. Si la patiente, elle préfère comme ça, oui. Mais après, des vols à Barcelone, il y a depuis toute la France, tous les jours. Donc, ce qui est bien, c'est que même s'il y a le recueil de monsieur, si la patiente elle est en couple, monsieur, il peut faire un aller-retour tout seul, pas besoin d'être accompagné si madame elle peut pas. Et pour le transfert, pareil, et elle peut faire aussi un aller-retour. Donc, vraiment, il y a pas cette obligation de séjourner. Après, c'est une question de si on veut être tranquille. Et après, une chose que je voulais te demander, docteur Mantini, c'était pour assurer les patientes par rapport au jour du transfert. Est-ce qu'on doit rester allongé, couché ou quoi? Non, non, parce que voilà, c'est
c'est une grossesse, c'est pas une maladie, donc il n'y a aucune raison. Il y a vraiment beaucoup d'études qui ont essayé de voir si le repos faisait une différence. Il y a une étude très connue américaine où bon, ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent se permettre de faire ces études-là. C'était, je ne sais pas, un numéro de patientes, 2000 patientes, énorme. Et ils les avaient divisés en 3 groupes. Et il y avait un groupe qui se levait, faisait une vie normale dans le moment juste après le transfert. Un autre qui restait comme 3 heures sur le lit. Et un autre groupe qui restait 24 heures. Il n'y avait aucune différence. Aucune. Donc, c'est vraiment, on peut faire une vie normale. J'ai plein de patientes, surtout celles qui viennent de Montpellier, comme ça, donc on vient en voiture, se remet dans la voiture et rentre chez soi. En plus, et ça c'est important à mentionner, en France, pour faire le transfert, si on est en couple, il faut être présent les deux. Tandis que chez nous, non, c'est pas nécessaire. Donc, comme Esther disait très bien, s'il faut faire le recueil des messieurs, il peut venir aller-retour parce que nous, on congèle l'échantillon. Comme ça, on n'a pas l'angoisse dernière minute, monsieur, la ponction de la donneuse, au secours, venez à Barcelone demain. Et donc, il peut venir avec toute la tranquillité, congélé. Et comme ça, l'échantillon, elle est là. Et pour le transfert, normalement, on le sait avec une semaine d'avance, la date exacte et l'heure du transfert. Et vous aussi, vous pouvez venir. Alors, je comprends, c'est romantique, mais voilà, encore, la vie est faite de plein de choses. Donc, si pour des contraintes, on ne peut pas, on a besoin que de madame. Donc, c'est monsieur une fois et madame l'autre. Et pour l'anecdote, moi, la seule grossesse que j'ai eue, parce que j'ai quand même eu une grossesse qui a fini par une fausse couche, mais c'est la faute de l'embryon. Donc, la seule fois où l'embryon s'est réellement bien accroché, j'étais en vacances à côté de Collioure, en France. J'ai fait l'aller-retour en voiture sur la journée à Barcelone pour faire mon transfert. Et le lendemain, je faisais 15 km de randonnée. Ah bon? Il s'est accroché. Voilà. Donc, en fait, juste, je pense qu'il faut se faire plaisir. Voilà. Non, absolument, absolument. En plus, bouger, faire. Alors, 2 mètres, c'est top. La marathon, quand même. C'est non, et, voilà. Parce que je le dis parce qu'aujourd'hui, on rigolait. C'était entre le rigoler et la désespération parce qu'il y avait une patiente qui nous a demandé si elle pouvait recommencer à aller à cheval, monter le cheval. Et on disait non, ça non. Ça la corde à sauter non plus. Non, ça non. Le cheval, pas pendant 9 mois, non. C'est vraiment pas le cas. Donc, il y a 2 fois où vraiment il faut spécifier tout, mais effectivement, c'est faire une vie normale, faire même un peu de sport, c'est très bien parce que ça. Le retour vasculaire, je veux dire, tout ça, c'est très bien. La vascularisation pelvienne est très importante et donc bouger, c'est aussi bon pour la tête parce que on est stressé. Et donc, produire des endorphines en faisant du sport, ça aide beaucoup, on dort mieux. Parce que le fait de ne pas dormir bien, ça non plus, ça fait bien. Donc, c'est absolument conseillé. Merci. Et donc, Émilie, si tu veux continuer de poser les questions qu'on t'a mis aujourd'hui dans la boîte à questions, n'hésite pas. Comme tu veux. Alors, il y avait cette question où, du coup, voilà, je peux y répondre moi. C'est quand il y a un donneur ou une donneuse, est-ce qu'il faut passer chez le notaire? Donc, en France, effectivement, en France, il faut passer devant un notaire quand il y a un donneur ou une donneuse. Mais aussi parce que c'est des donneurs ou des donneuses ouvertes, ce qui n'est pas le cas déjà en Espagne. Et donc ça, non, quand vous allez en Espagne, il n'y a aucun papier administratif à faire, il n'y a aucune déclaration à faire. Ça, c'est bien à savoir parce que je n'avais aucune idée. Donc, oui, alors j'ai plus les termes exacts, mais quand une femme en solo qui a recours à un don de sperme doit passer devant un notaire.
OK, ça va. Moi, je ne savais pas ça non plus. J'ai une question dans la section de questions, comme ça on mélange un peu, Vas-y, vas-y. de quelqu'un qui est en train de participer. Est-il préférable de faire un accueil d'embryon sur cycle naturel ou sur cycle substitué? Les embryons ont-ils été testés? Alors, oui, si on a les règles régulières, toujours, mais quoi que ce soit, hein, avec un embryon, avec ses propres ovocytes, un don d'ovocytes, toujours. C'est-à-dire un transfert d'embryon, que ce soit un accueil d'embryon ou un embryon de FIV, c'est toujours mieux de le faire sur un cycle naturel. Parce que quand on a un cycle naturel, on ovule. Et donc, ce qui reste, ça s'appelle corps jeune, et le corps jeune produit des substances qui font que l'implantation de la placenta soit plus efficace. Et ça réduit les taux de fausses couches du premier trimestre, mais surtout, ça réduit la pathologie obstétrique, c'est-à-dire l'hypertension, la diabète, l'éclampsie, la gestose, tout ça. Et ça se traduit finalement dans un pourcentage d'accouchement qui est plus élevé. Et ça, surtout de les femmes de plus de 40 ans, parce qu'à partir de 40 ans, l'âge soi-même est un facteur de risque sur lequel on ne peut rien faire. Et le fait d'avoir d'un côté le corps jeune et de l'autre côté l'âge, ça nous permet d'éliminer presque le facteur âge. Donc, c'est tout à fait recommandable de faire un cycle naturel. Les embryons sont testés. Oui, on a un programme qui s'appelle Baby Ferti, don d'embryons, Genetics, où effectivement, on a 3 possibilités avec 3 embryons qui sont testés génétiquement. Et les pourcentages d'accouchement sont à 95%. Maintenant, j'ai un moment parce que j'ai tellement de pourcentages dans la tête. Et en plus, ça, c'est assez nouveau comme programme. Donc, mais c'est plus haut c'est plus qu'un 90. Donc, c'est vraiment très, très élevé. Donc, merci beaucoup. Émilie, si tu veux, j'ai d'autres questions, mais comme ça. Pose plutôt les questions des gens qui sont là. Au moins, ils ont leurs réponses et ça doit se. Ok, d'accord. Donc, j'ai d'autres 2 questions. Comment le donneur est-il choisi dans le cas d'une PMA solo? Bon, donc en Espagne, la loi nous dit que le donneur doit avoir les mêmes caractéristiques que la patiente. Donc, c'est sur la base du phénotype, c'est-à-dire couleur des yeux, couleur des cheveux, couleur de la peau, voilà. Après, on peut faire, et nous, toujours la recommandation est de le faire, le test de compatibilité génétique, le CGT, puisqu'on est tous porteuses et porteurs de certaines quantités de maladies génétiques, la muco, la dystrophie de Duchenne, il y en a plein, et on ne les manifeste pas, on est porteur. Mais le problème, c'est quand les 2 personnes sont porteuses de la même. Alors là, si qu'on a un pourcentage important que le bébé développe la maladie. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire soit si on solo, soit si on a un copain. On fait un matching génétique. Et comme ça, si c'est le cas d'un donneur, on peut, si le donneur il était un bon matching phénotypique, mais il n'est pas génétique, on l'écarte, tant pis, on cherche un autre. Et comme ça, 9 mois plus tard, on n'a pas de mauvaise surprise. Donc, c'est très important. D'accord, merci. Le résultat, ça prend une vingtaine de jours, donc c'est assez rapide, et c'est un test qu'on fait sur le sang. Donc, merci. J'ai une nouvelle question. Bonjour, lors d'un don d'ovocytes, comment les cycles de la donneuse et celui de la receveuse sont synchronisés? Est-ce qu'on décale notre cycle en fonction de celui de la donneuse? On ne décale pas et on ne synchronise pas, justement. on fait avec cycle naturel, donc on ne peut pas.
on fait le cycle de la donneuse. Une fois qu'on a les embryons, on les congèle et on attend que madame tient à la règle. Et quant à ces règles, on commence à faire un monitorage, c'est-à-dire vous faites des échographies sans médicaments, sans stimulation. Et quand vous avez un joli endomètre, un follicule avec une taille à partir de 14-15, on sait qu'on va obtenir un corps jeune qui fonctionne. Et des niveaux d'estrogène bien, on déclenche et une semaine plus tard, vous venez et vous faites le transfert. C'est une semaine parce que c'est 2 jours pour ovuler et 5 jours parce qu'on travaille avec des blastocystes. Donc, nos statistiques sont très claires. On a des résultats qui sont beaucoup meilleurs en faisant un transfert d'un embryon congelé sur un cycle naturel que à l'envers, c'est-à-dire un embryon frais sur un cycle substitutif, parce que la seule façon de pouvoir le faire, c'est de synchroniser, faire un cycle de substitution. Et donc, on n'a pas de corps jeune. La seule fois où on peut faire une synchronisation, j'en parlais justement aujourd'hui avec une patiente, elle est en ménopause. Donc, vu qu'elle doit faire un cycle substitué, elle m'a dit, moi, je préfère comme ça, on vient une semaine avec monsieur. Le jour de la ponction de la donneuse, il fait le recueil et 5 jours plus tard, je fais le transfert. Évidemment, ça, on peut faire, puisqu'en tout cas, ça doit être un cycle substitutif, oui. Mais c'est vraiment la seule situation où il y a des fois où j'ai des patientes qui viennent de vraiment très loin et pour eux, c'est très compliqué de le faire sur un cycle naturel. Donc, je comprends et on fait comme ça, quoi. Mais sinon, on préfère vraiment de ne pas synchroniser et faire avec congelé. Tu vois la question, Esther, là, qui rebondit? Tout à fait. Donc, tu veux que je continue à lire les questions ou Non, sinon bah là, justement, il y a quelqu'un qui dit: «Après un cancer, pardon, mon cycle est bloqué, donc plus de règles. Comment vous synchronisez le cycle de la donneuse et un cycle qui n'est pas naturel?» Ça dépend parce que si on a une patiente qui a des irrégularités, c'est-à-dire elle me dit tous les 3 mois peut-être j'ai, alors je lui donne un traitement qui peut être une pilule par exemple. Et quand la donneuse commence sa stimulation, nous on commence avec la préparation à base d'estrogène. Ce sont des tablettes d'estrogène. Si la patiente, elle est directement en ménopause, on donne un traitement de substitution pour la ménopause qu'on peut interrompre dans n'importe quel moment. Ça, c'est important de le faire parce que l'utérus, les récepteurs pour les estrogènes dans l'utérus dépendent de la quantité d'estrogène qu'on a dans le sang. Donc, si ça fait du temps qu'on n'a plus les règles, on a perdu ces récepteurs. Et donc, pour préparer l'endomètre, ça va nous coûter un tout petit peu. Donc, ce qu'on fait normalement, c'est recommencer avec un traitement de substitution pour que l'utérus commence à produire les récepteurs. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il recommence à les faire s'il est exposé à des estrogènes. Et donc, on commence 2-3 mois avant. Comme ça, quand on arrive au bon moment, on interrompt le THS et on commence avec les estrogènes. Et l'endomètre, normalement, il répond d'une façon tout à fait satisfaisante. On laissera du coup Pauline nous dire si ça répond bien à sa question, mais je pense. OK, j'ai d'autres questions d'ailleurs, les questions, normalement, elles doivent être posées dans la section questions au lieu de au chat parce Ouais, mais oui, Joseph, Joseph. il a dit au début qu'on pouvait les poser ici, Non, aussi. ici, c'est pour interagir entre nous Ah! et les questions, Et c'est il a écrit plutôt ça au début, il me semble, hein, qu'on pouvait les poser ici et que, non, vous pouvez section poser toutes les questions, ouais. questions sur la Bon bref, section questions. Il c'est y a pas pas de grave. souci, on les lit et pareillement. Il y a pas mal de questions d'ailleurs, Ouais, donc je vois le chiffre. d'ailleurs, si tu vas dans la section questions, Émilie, comme ça, si tu peux les lire aussi, hein. Est-ce que le matching phénotypique est possible, pour un AE?
Est-ce que les délais sont plus longs pour certains phénotypes? Je ne sais pas c'est quoi un AE? Attends, je ne vois pas la question. Euh, Ah, Asiatique ou est-ce attends. que le matching phénotype est possible pour un AE? AE. Est-ce que les délais sont plus longs pour certains phénotypes? Bon, je peux répondre oui. Il y a certains phénotypes, les phénotypes asiatiques sont un grand souci pour nous parce que malheureusement, on a très peu de donneuses asiatiques, vraiment très peu. Donc, les délais sont assez importants. Normalement, on n'a pas vraiment des grands délais. Les phénotypes africains, sud-américains, caucasiens, même arabes ne sont pas vraiment un grand problème, mais les phénotypes asiatiques sont un souci, oui. AE, c'est accueil d'embryon. Excusez-nous, Ah, j'avais jamais entendu comme ça. ouais. OK. Bon, c'est la même chose, c'est ça. Donc, pour l'accueil d'embryons, le matching, évidemment, n'est pas fait avec la même exacte précision qu'on peut avec un double don. Ça, il faut être très clair et transparent parce que les embryons sont déjà là. Donc, évidemment, si vous êtes brune avec les yeux marrons, on ne va pas vous donner un embryon qui est blond avec les yeux bleus. Ça, c'est assez évident, non? Et à l'envers. Donc, on respecte toujours les couleurs et les temps d'attente ne sont pas trop longs. Évidemment, ça dépend un peu si il y a, par exemple, si c'est une couple avec des phénotypes très différents. C'est-à-dire si l'un des deux est asiatique et l'autre caucasien, ou parce que voilà, ça peut être un peu compliqué. Mais normalement, c'est assez rapide et on essaye de respecter au moins les couleurs, tout ce qu'on peut. Quand on fait un matching avec un don et pas un accueil d'embryon, vraiment là, le matching, c'est fait avec les photos, la photo de la patiente, la photo de la donneuse, et on regarde tout. La forme du visage, du nez, les sourcils, la bouche. Non, ça, on ne peut pas le faire avec un accueil d'embryon, c'est évident. Merci, docteur Massini. Si tu veux, Émilie, on peut intercaler une de tes questions de la boîte à questions ou des femmes communautés et une autre comme ça, on échange. Bah attends, moi j'en ai pas autant qu'il y en a là. Hein. Ça, on en a parlé. Alors, il y a une question qui était, mais du coup qu'on peut peut-être coupler avec une question de la boîte à questions. Donc, de mon côté, la question c'était quel est le délai pour faire une FIV? Et là, on a eu la question dans la boîte à questions de est-ce qu'on peut, après une FIV, on peut refaire tout de suite un cycle FIV? Alors, le délai, il n'y en a pas. Nous, on n'a pas de liste d'attente pour faire un FIV. C'est-à-dire que ça dépend de la rapidité avec laquelle vous faites les devoirs. Parce qu'on vous envoie une liste d'examens à faire et le plus tôt on les a, le plus tôt on commence. Ça d'un côté. De l'autre côté, moi, je suis très fan d'un protocole de stimulation qui s'appelle DuoStim, où on fait exactement ça. C'est-à-dire, on fait une stimulation et à G5, après la ponction, on recommence avec une deuxième stimulation. Donc, on peut tout à fait commencer tout de suite. Si on ne peut pas parce que voilà, on a des contraintes, on peut recommencer avec la règle suivante. Hein. C'est pas que ça doit être J5, mais il y a aucun souci. D'accord, merci. Et il y a pas mal de questions. Waouh! Donc, bonjour, peut-on recommencer une stimulation ovarienne pour une FIV Bah, ICSI? c'est ce qu'on vient de répondre, ça. Oui, excusez-moi. Bonsoir. Cycle substitutif et FIV, c'est pareil? Non. Donc, une FIV, c'est quand on fait une stimulation pour obtenir nos ovocytes et les fertiliser, soit avec le sperme de notre conjoint, soit avec le sperme d'un donneur.
On obtient des embryons et voilà. Après, on peut les analyser avec un DPI, on peut les transférer, on peut faire plein de choses. Le cycle naturel, c'est ce qu'on fait pour se préparer à un transfert. Transfert qui peut être pour une adoption d'embryon, une donation d'ovocytes, un don d'ovocytes, un transfert de nos propres embryons, c'est égal. Ça peut se faire avec un cycle naturel pur, c'est-à-dire qu'on ne prend aucune médication, c'est simplement on fait un monitorage de notre ovulation ou certaines patientes qui ont un peu d'irrégularité, on peut faire avec une mini-stimulation. C'est-à-dire on peut donner des tout petites quantités de hormones pour stimuler l'ovulation, pas comme si on faisait un FIV. Comme ça, on contrôle un peu plus le processus et on peut contrôler le moment de l'ovulation. Moi, par exemple, je fais ça avec les patientes qui ont des cycles réguliers, mais qui ne font pas des endomètres qui sont très épais. Et donc, si on fait avec un cycle, avec une mini-stimulation, on arrive à stimuler pendant plus de jours avant ovuler spontanément. Et donc, on peut permettre à l'endomètre de gagner quelques millimètres. Et donc, voilà, ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut choisir ce type de stimulation. D'accord, Émilie, si tu veux continuer. Alors, moi, j'ai une question à laquelle vous allez répondre très rapidement. Est-ce que tout le monde parle français? Oui. C'était ma question. Tout le monde parle français si on est dans une situation, par exemple, dans le bloc opératoire parce qu'on doit faire une ponction et l'anesthésiste ne parle pas français, la coordinatrice qui vous accompagne va être là pour vous, elle va vous traduire, elle va s'en aller que dans le moment où vous dormez totalement. Donc, vous n'avez jamais un moment où vous êtes dans une situation où personne ne va comprendre ce que vous êtes en train de dire. D'ailleurs, aux coordinatrices, on nous embauche grâce à ça. Si on parle français et italien et anglais, surtout le français, on nous embauche dans une clinique de PMA. Moi, mes études sont en traduction interprétariat, donc on est toutes bien préparées en langue, quoi. Absolument. Tout à fait. Et entre les médecins, on est 5 qui parlent français. On a 2 infirmières qui sont françaises, tout court. Et oui, elles sont françaises. Et 2 autres qui ont vécu en France et parlent le français très bien. Donc, c'est vraiment... oui, c'est entre le français et l'italien, ce sont les langues. On parle, il y a des moments où on parle presque plus l'anglais que l'espagnol. Hein. C'est vrai. Alors, je vais continuer de lire les questions. Quel est le pourcentage de réussite sur un double don? Alors, le pourcentage de réussite sur un double don, ça va dépendre du programme que vous choisissez. En tout cas, ces chiffres, vous les trouvez sur notre web. On est très transparent. Donc, c'est un 62,4 de grossesse au premier transfert. Le taux cumulatif sur 3 transferts dans le programme de garantie, le programme de garantie de blastocyste, c'est un 86,1%. Et sur le programme de Baby Ferti, c'est un 98%. Merci, docteur. Émilie, est-ce que tu as des nouvelles questions? J'en ai une dernière qui est intéressante. Est-ce que la clinique propose des accompagnements comme un suivi psychologique, de l'hypnose? 3 petits points. Alors, donc, ça... on connaît toutes les réponses, hein, si vous voulez qu'on vous aide. Oui, alors, on est en partenariat. Je peux répondre parce que c'est moi qui gère tous les partenariats, d'ailleurs, même avec Émilie. On a un partenariat avec 16-17 partenaires et chaque
chacun fait son spécialité. Il y a des spécialités holistiques comme 2 hypnothérapeutes, 3 coachs, une psy. Enfin, vous voulez aller sur notre site fertilab.com, vous chargez de langue FR, à langue française. Il y a une section qui s'appelle partenariat et vous allez trouver tous toutes les spécialistes avec lesquels on collabore. Vous avez juste à les contacter, à dire que vous êtes patiente de Fertilab et elles vous proposent chacune leur service. Mais oui, on a des programmes d'accompagnement différents, émotionnels, on a du yoga de la fertilité, on a l'alimentation, on a aussi la sophrologie. Donc, c'est pas ça qui va vous manquer à Fertilab. Et Émilie, qui est Oui, mais consultante. moi, je ne fais pas d'accompagnement. Oui, Mais je réponds à toutes les questions sur Instagram voilà, c'est ça. sans aucun problème. C'est ce que j'allais dire. Donc Tenez pas voilà, le- si vous souhaitez un type d'accompagnement, n'hésitez pas sinon de m'écrire moi, Esther, que c'est moi qui gère tout ça. Donc je vous mets en contact avec chaque type de professionnel. Donc si Merci. tu as Moi, je n'ai pas d'autres questions. d'accord, OK, Il y en a bah, plein dans la boîte à questions. Oui, tu veux les lire? Tu veux continuer? Comme tu veux. Bah, je vais en poser une que je connais la réponse, mais je pourrais être concernée puisque j'ai 41 ans passés. Donc la question, c'est en ayant plus de 40 ans PMA solo, obligez-vous de passer par un don d'ovocytes ou laissez-vous la chance d'essayer avec nos propres ovocytes? Elle a que 41 ans, hein. Que 40 ans, elle. Hein. Elle a que 40 ans. Alors, nous, normalement, on accepte jusqu'à 42 ans. Avant, c'est-à-dire 42 plus 364 jours, c'est-à-dire un Juste jour avant les avant. 43 ans. Exactement. Mais ça dépend un peu de la réserve ovarienne parce que moi, j'ai une patiente qui a 44 ans. Elle a une réserve ovarienne fabuleuse. Elle a eu un enfant il y a 2 ans, naturellement. Moi, je ne pense pas qu'on va trouver un embryon haploïde et je lui ai dit très franchement, mais elle a dit qu'elle veut quand même essayer. On va essayer. Le problème de l'âge, c'est plus la qualité, en fait, après. Exactement, exactement. Donc, j'étais très, très franche, elle a compris parfaitement, mais elle veut tout de même essayer. Je pense que, OK, j'ai des patientes qui ont 40 ans, qui ont une AMH de 0,01, ça ne va pas fonctionner, ça ne va jamais fonctionner. Donc, après, moi, je dis toujours, moi, je fais une médecine qui n'est pas vraiment la médecine normale. Non, la PMA, nous, on ne traite pas une maladie. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas une oncologue, je ne suis pas une cardiologue. Hein. Ce que je dis, c'est comme ça, un point, c'est tout. Moi, je fais des bébés. Donc, je traite un désir. J'ai le travail le plus beau du monde, soyons franches, parce que c'est très beau. Mais j'aide mes patientes à que son rêve soit réalité. Donc, finalement, je donne des conseils. Ce sont des conseils qui ont une base scientifique très rigoureuse, très stricte, mais ce sont des conseils. Parce que finalement, voilà, après, les statistiques veut dire quelque chose de différent pour tout le monde. Parce que ce qui est acceptable pour une patiente peut ne pas l'être pour une autre. C'est-à-dire, si je te dis, tu as un 0,5% de probabilité, j'ai des patientes qui vont me dire, pour moi, à partir de 50, sinon, je n'achète pas. Et j'ai des patientes qui me disent, ça me parle, parce que le nom, je l'ai déjà, et je ne suis pas disponible à passer un don, par exemple. Donc, moi, même si tout ce qui est supérieur à 0, pour moi, ça va. Donc, à 0,5, ça va. Parce que les statistiques on les interprète d'une façon différente, dépendant de quel est notre désir, la manière où on vit et on pense à notre famille.
Parce que, voilà, je ne traite pas des maladies. C'est une question de comment on veut faire sa famille et de comment on voit son futur. Donc, c'est pour ça que finalement, je donne des conseils. Après, il y a des choses qui, si un certain traitement peut mettre en danger la santé de la patiente, là, alors, évidemment, ça va être non. C'est un non très firme. Mais si on ne parle pas de ça, tout le reste, c'est des conseils, quoi. Scientifiques et rigoureux, mais des conseils. Ok. Donc, merci. Je vais continuer avec celle-là, je peux la répondre moi-même. Bonjour, côté logistique, pour les femmes qui préfèrent faire une partie des examens à la clinique, y a-t-il des bonnes adresses pour se loger répertoriées quelque part? Oui, on a une convention avec plusieurs hôtels. Donc, n'hésitez pas de me contacter moi-même. Je ne sais pas si vous êtes déjà patiente ou pas de Fertilab, mais même si vous ne l'êtes pas, vous pouvez me contacter à esther.ojeda, je vais vous le répondre et je vous enverrai la liste d'hôtels avec lesquels nous serons conventionnés. Vous dites que vous venez de la part de Fertilab et normalement, on vous fait des réductions. Sauf si c'est c'est le 15 août ou des dates comme ça, ou quand il y a le Mobile Congress. Mais sinon, normalement, on a des réductions et des hôtels qui sont aux alentours de la clinique, même en centre-ville. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas. Moi-même, je peux vous aider par rapport à ça. Et après, je continue. Ça, vous avez, tu as déjà lu en ayant plus de 40 ans, PMA solo. Mais tu ne suis pas? Celle-là, on l'avait pas. Si, je suis. Mais je viens de la poser, celle-là. Non, c'est parce que, tu sais, parce que des fois, on a presque les mêmes questions posées par des non, mais je sais. Non, mais là, moi, je suis dans la boîte à questions maintenant. Oui. Donc, quelles sont les différences entre les cliniques concernant les banques des spermes? S'agit-il d'une banque nationale ou des banques privées propres à chaque clinique? Bonne question. Alors, nous, on a notre propre banque. On est une les 3 banques les plus anciennes d'Espagne. Et il y a des cliniques qui ont leur banque, des autres cliniques qui sont nos clients. Il y a un registre national des donneurs, le CIRA, mais ça n'existe pas une banque nationale. Tu veux continuer? Tu veux que je pose la prochaine question? Alors là, il y en a une, on peut la sauter parce qu'on y a déjà répondu sur 40 ans, plus de 40 ans et tout ça. Comment vous gérez les PMA avec une femme atteinte c'est adénomiose, il me semble, pas endométriose. Adénomiose. Alors, ça dépend. Ça dépend de si c'est une adénomiose diffuse, focale, parce que l'adénomiose, comme ça veut rien dire. Il y a des différences aussi dans les possibilités de grossesse entre une et l'autre. Alors, ça dépend aussi si la PMA, c'est avec nos propres ovocytes ou si c'est avec un don. Parce que si c'est avec nos propres ovocytes, évidemment, il faut avant se concentrer sur la stimulation. Il faut voir s'il y a une adénomiose avec de l'endométriose sur les ovaires ou si c'est simplement une question d'utérus. Parce que si c'est simplement une question d'utérus, on se concentre de sortir les ovocytes, faire les embryons, et après, la deuxième partie du traitement, c'est se concentrer sur l'utérus. Donc, il y a des traitements qui sont différents. Ça dépend de la patiente, de ce qu'elle doit faire, de l'âge qu'elle a, voilà, s'il y a aussi de l'endométriose ou non. Et c'est très important de personnaliser pour chaque patiente le traitement, surtout dans ces cas-là. Donc, c'est à voir pour chacune. Donc, si je vais lire la suivante question. Quels sont les. Quel est l'âge maximum? Quel est l'âge maximum pour bénéficier d'un don d'ovocytes ou d'un accueil d'embryon? Y a-t-il moins de pourcentage de réussite au fur et à mesure que l'âge augmente?
C'est 50 ans plus 364 jours, donc un jour avant les 51. Donc l'année passée, je pensais, hein, quand j'ai fait 51, je dis maintenant, à partir d'aujourd'hui, je suis plus vieille que toutes mes patientes. C'était immonde comme pensée, mais je l'ai eu. Donc, voilà, ça c'est la limite. Il n'y a pas vraiment une réduction des probabilités, surtout si on est en forme. Moi, je dis toujours que je préfère une patiente de 45 ans qui ne fume pas, ne boit pas, qui fait du sport, qu'une de 35 qui fume, boit et elle est obèse. Sans doute. Donc, c'est une question d'hygiène de vie. C'est une question de voilà, pas boire, pas fumer, essayer de perdre du poids s'il y en a quelques kilos de plus. Et si on peut, ce qui vraiment fait du bien, c'est faire le cycle naturel quand on fait le transfert pour tout ce qu'on a dit avant. D'accord, merci. Tu veux lire Allez. J'ai 38 ans, faible réserve ovarienne. Mon mari a une azoospermie. Nous avons 2 paillettes congelées. Peut-on tenter une FIV chez vous avec nos propres gamètes? Notre clinique en France nous propose une 2e et dernière tentative, sachant que nous avons déjà eu un transfert, le résultat est négatif. Alors, oui, absolument. Nous, on a un bureau qui s'occupe que de transférer, envoyer et recevoir des paillettes, ovocytes, embryons de toute Europe. Donc, il n'y a aucun souci. Madame Roberta Mazzucco, qui est super efficace, tout ça, elle est en charge. Et donc, on peut absolument le faire. Ma recommandation, c'est de le faire chez nous, dans une clinique en Espagne, puisque normalement, les spermatozoïdes qui viennent d'une ponction testiculaire sont avec un taux d'anomalie chromosomique assez plus élevé. Donc, c'est impératif de faire un DPI sur ces embryons pour éviter les échecs ou quand même pour savoir quelle est la situation. Donc, mon conseil, c'est absolument de ne pas les utiliser en France où malheureusement le DPI n'est pas possible, mais de les transférer et de les utiliser pour faire un DPI en France et en Espagne. Alors, au bout de combien de tentatives de FIV part-on du principe qu'il faudra un don d'ovocytes? C'est la question. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Oui, ça dépend. Ça dépend parce que ça dépend de comment elle était faite, la stimulation, c'est-à-dire, chez nous, si moi j'ai une patiente à laquelle je fais 3 stimulations, j'obtiens pas d'ovocytes ou j'obtiens des ovocytes, mais après j'obtiens pas des blastocytes parce qu'ils ne développent pas, je dis, écoutez, madame, il faut voir la réalité en face. Je suis désolée, mais ça vraiment, ça marche pas. Si j'ai une patiente qui vient d'un autre pays, normalement, si elle a encore un peu de réserve ovarienne, je lui dis, si vous voulez, on essaye. Parce que c'est une question de protocole de stimulation, c'est une question de labo, de comment les incubateurs qu'on utilise, la main qui fait le LIXI. C'est plein de petits facteurs, mais qui tout ensemble font une grande différence. Donc, c'est très difficile à répondre comme question. Tu veux que je fasse la suivante? Merci. Alors, je dois perdre encore 14 kilos, mais j'ai du mal à les perdre avant de commencer un protocole. Je vais devoir faire une FIV car je suis en insuffisance ovarienne AMH à 1,06. Est-il possible de congeler mes ovocytes en attendant? Merci. Alors, oui, absolument. Ça dépend un peu l'IMC, comment il est.
parce que même si on fait une FIV, on doit faire une sédation. Donc, il faut faire un entretien avec l'anesthésiste et si ce n'est pas possible de faire une sédation, on peut faire avec une anesthésie locale. On l'a fait. Donc, c'est une option. Merci. Merci, docteur. Alors, il nous reste juste 2 questions, mais il est déjà l'heure. On va vous offrir quelques minutes, 3-4 minutes de Ça courtoisie. crie pas trop chez vous, docteur? Pour ne pas laisser juste 2 questions à répondre. Ouais. Donc, quel est pour vous le taux d'AMH limite à 40 ans pour faire une FIV avec ses propres ovocytes? Moi, avec 0,4, 0,5, je peux travailler. D'accord, merci. 42 ans en août, acceptez-vous de tenter les naissances multiples jumeaux ou par rapport à l'âge, c'est déconseillé? Non, Non. on fait pas ça. Non, 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 non. Moi, je suis vraiment très stricte. J'ai des consoeurs qui ne le sont pas si tant que moi, mais non. Non, parce que c'est vraiment chercher des problèmes. En plus, transférer 2 embryons de bonne qualité à J5, le taux de succès augmente à 0,6%. C'est-à-dire, ça n'augmente pas. Ce qui augmente, c'est les problèmes et les risques. Donc, vraiment, on ne voit pas la nécessité. Bah, la clinique où j'étais suivie, où tu étais Esther avant, ils ont transféré, tu la connais l'histoire? Ils ont transféré 2 J5, un couple de femmes, elles ont mis 2 J5, et ben elles ont des triplés. Oui, ça peut arriver parce qu'il y en a qui peuvent. Et elle était jeune, hein, mais la grossesse, horrible. Hein, horrible. Imagine. Ne me dites pas. Oui. Préclampsie, diabète gestationnel, hypertension. Voilà, je ne sais pas combien de temps elle a passé à l'hôpital, quoi. C'est la folie. C'est la folie. Très dangereux. C'est vraiment chercher les problèmes. 2 beaux J5 en plus, c'est pas. Oui, non, c'est ça. Alors, mais justement, aujourd'hui, nous, une fois toutes les semaines, on se réunit, tous les gynécos, l'andrologue, l'immunologue et les biologistes, et on discute les cas cliniques. Ça aussi, c'est très important parce que, voilà, non, plein de cerveaux, il y a des fois où il fonctionne mieux qu'un, même si normalement, celui-là n'est pas mal. Non, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui se passe? On avait justement une patiente qui voulait faire un transfert de 2 embryons et finalement, on a accepté parce que ce ne sont pas des embryons testés au DPI. Ce sont des embryons qui ne sont pas d'une qualité excellente. Et donc, on a dit, bon, OK, ça va. Elle est très en forme. Elle est aussi très haute, très grande. Parce que ça aussi, ça veut dire, à moi, une patiente d'1,50 m, je ne lui mets pas 2 parce qu'après, elle est mieux. C'est-à-dire que non, mais c'est vrai, c'est une question d'espace aussi, on ne respire pas. C'est pas évident. Donc voilà, ça c'est une des choses à tenir en compte. Et donc voilà, je vous remercie à tous et à toutes de votre participation, de votre assistance. Il y a des questions qui vous reviennent à l'esprit, n'hésitez pas de nous contacter. Là, vous voyez les coordonnées, france@fertila.org. Vous pouvez dire que vous avez assisté aujourd'hui au webinaire. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir organisé ça. Et merci beaucoup, docteur Martini. C'était un moment, ça a passé trop vite. Je trouve que cette heure, elle a été très. Il y a d'autres webinaires qui se passent un peu plus longs, mais celui-là, c'est comme si c'était 5 minutes. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une belle soirée. Belle soirée. Merci beaucoup. Au revoir.